Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'Algérie est à la croisée de ses destins, suis-je tenté de dire. Elle ne sait pas vraiment où elle va. Encore que la détermination de tout un peuple et son engagement pour une Algérie meilleure ne devrait pas laisser de doute. Mais la contre-révolution est par trop présente, par trop nuisante. Et ça se passe entre deux acteurs en vérité. Le peuple algérien dans sa quasi-entièreté, d'un côté, et de l'autre, une mafiocratie au sens plein et vrai et très précis du terme, une mafiocratie décidée à ne pas lâcher le pouvoir, serait-ce à un prix très cher et les menées de ce régime en ce moment pour essayer de diviser le peuple algérien, de dresser les Algériens les uns contre les autres, de semer le doute, de semer l'hésitation, voire même le regret de s'être engagé pour cette dynamique démocratique, laisse imaginer ce que peut être la nuisance de ce régime. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Régime algérien, réaction de fauves blessés ». Et avec moi pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Mouali, journaliste. Merci Hassan d'être avec nous. C'est un plaisir, comme d'habitude, Jamal, de vous retrouver. C'est dans un débat libre, parce qu'en Algérie, on n'a pas malheureusement la possibilité de s'exprimer librement. Toutes les chaînes de télévision sont pratiquement fermées à l'expression, aux idées qui vont à contresens du discours ambiant. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver le Maralibia et de dire ce que nous pensons librement. Merci Hassan. Alors, Abdelmoumen Khalil, secrétaire général de la LDDH, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Un plaisir de partager avec vous ce débat et discuter des questions sérieuses qui nous intéressent tous et qui intéressent le peuple algérien dans sa globalité. Merci. Larbi Zouemia, analyste politique qui nous vient de loin, il arrive des États-Unis. Larbi Zouemia, analyste politique, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et Fatah Titouche, militant politique qui nous arrive de Toulouse, il me semble. Oui, du sud. Du sud de la France. Oui. Merci d'être avec nous, Fatah. Merci pour l'invitation et puis bonsoir à tous, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'aimerais que nous puissions commencer avec cette histoire de l'Akhdar Bourga. L'Akhdar Bourga qui semble vraiment symptomatique de ce qui se passe au sein de ce régime. Qu'est-ce qui se passe, Hassan Mouali? Alors, moi, personnellement, ça m'inspire la peur. La peur. Pour la première fois depuis le début du mouvement populaire, j'ai vraiment peur pour mon pays, pour l'Algérie. Parce que je n'imaginais pas que le pouvoir de fait pouvait aller à ce point, c'est-à-dire pousser le bouchon aussi loin, s'attaquer à un homme, à un maquisard. Il y a quelques jours, il était une icône de la Révolution et là, aujourd'hui, on l'a jeté comme un malfrat en prison. Ça fait vraiment peur. Je n'ai pas envie de parler de son âge avancé, 87 ans. C'est vrai que même si moralement, on peut en parler quand même, jeter un homme de 87 ans en prison, mais cet homme a un passé quand même historique. Mine de rien, la télévision de l'État le descend et le réduit à moins que rien. C'est désolant, c'est terrible. C'est terrible, Hassan. C'est terrible. Cette ENTV qui, ce n'est pas nouveau, elle a toujours été au service du maître. C'est à un point, souvent, on se rappelle, lors de l'arrestation, il y a des coupures de journaux de l'époque, l'arrestation de Aït Ahmed, comment cela a été titré par la presse de l'époque, le traître a été enfin arrêté. Oui. Ils ont toujours été comme ça, le traître Krim Belkacem, le traître Khidr, mais là, à ce point, à un moment où tout le peuple est dehors, où les journalistes de l'ENTV eux-mêmes aspirent à se libérer de cette emprise. On arrivait à donner de telles informations, suggérer qu'il a falsifié son propre parcours révolutionnaire, que son nom n'est pas son nom, qu'il s'est enrichi frauduleusement, qu'il n'est pas aussi honnête qu'il le dit.
C'est quand même... On va peut-être en parler tout à l'heure des médias algériens actuellement, Oui. médias privés et publics, mais ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que la télévision nationale nous a habitués à ce traitement scandaleux de l'actualité. On se souvient tous de Hussein Aït Ahmed Allah yarhamou, Mahri Allah yarhamou, qui ont été traités de traîtres en 1996, juste après la signature du contrat de Rome. Donc ils ont un peu l'habitude. C'est un média, pas un média de service public, un média public, mais un média gouvernemental au service du régime, du maître du moment. En ce moment, le maître, c'est Gaïd Salah, il faut qu'on se le dise, le chef d'état-major. Donc, ils sont allés très loin. Ce qui est pour moi, c'était inimaginable. J'ai été sonné. Pourquoi? Parce que je me disais qu'en plein mouvement populaire, j'aime pas le mot Hirak, c'est une révolution, une formidable révolution. On a ébloui le monde entier et on arrive finalement à humilier l'une des icônes de notre révolution. Là, je pense qu'on a tout fait, on a touché le fond et comme dirait Flag, on creuse. C'est dingue. Moi, je n'en reviens pas. Alors, l'Akhdar Bourgaï est un ancien commandant de la LN. Il est connu pour être un homme très libre, qui, dès l'indépendance, a dit ce qu'il pensait. Il a été arrêté successivement et torturé successivement par tous les régimes, tous les pouvoirs de ce pays. 10 ans de prison, sous Boumediene. Et il s'est tapé 10 ans de prison. Et il a 7 Oui. En 1975, mais par deux fois, je crois que ça fait 10. Ah, d'accord, ok. Remise de Il a peine, été condamné à 10 et on n'en avait que 7. Oui. Et il a été torturé atrocement, il le raconte dans le détail. On lui a fait tout subir, ce monsieur. Et pourtant, il est toujours resté droit. Il a toujours dénoncé les régimes despotiques, quitte à subir ce qu'on lui a fait subir. Je pense que c'est l'expression d'une faillite politique et d'une faillite éthique et morale. Je pense que l'emprisonnement de Bourgaï, au même titre que l'emprisonnement aussi des jeunes et des femmes qui ont porté le drapeau Amazigh aussi, c'est l'expression vraiment d'une faillite morale. Et l'Akhdar Bourgaï a été poursuivi non pas par rapport à son activisme passé, mais par rapport à son activisme présent. Il est poursuivi pour être un acteur du présent. C'est ça ce qui est le plus important. En quoi il a gêné? Parce qu'il s'inscrit dans le mouvement du présent, il s'inscrit dans les perspectives et dans les revendications populaires qui dit qu'il faut changer le système, il faut qu'on aille vers un autre système et que le système généré par le coup d'État de 62, effectivement, lui, il connaît l'histoire, bien l'histoire. Le système généré le coup d'État de 62 reste le même, il est obsolète. C'est un peu ça Oui, mais il a porté des accusations autrement plus factuelles. Il a dit de ce régime, et notamment de Gaïd Salah, qu'il a un président sous le coude. Je crois que c'est ça qui c'est surtout ça qui a dû... C'est la raison essentielle. Il a mis le doigt sur la plaie. Ouais. C'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est une fêlure morale, le fait d'emprisonner un homme pareil. Mais je pense que ce n'est pas pour son passé révolutionnaire. Tous les Algériens savent que l'Akhdar Bourgaï, ou Ahmed Bourgaï, comme ils veulent, était un authentique moudjahid, un authentique chef de la révolution. Mais il pensait, naïvement peut-être, qu'avec le mouvement populaire, cette révolution magnifique, qu'il pouvait s'affranchir et dire ce qu'il pense. Et finalement, il n'a pas dit quelque chose de grave. Il a juste pris une position politique, dit que ce pouvoir a un candidat. Je le pense personnellement. Et je suppose que 80% des jeunes et des Algériens qui sortent chaque vendredi savent que ce pouvoir a un candidat, un nom, du moins une trajectoire politique qui s'est tracée. Il veut faire aboutir coûte que coûte. Il sait qu'il a quand même, moralement, symboliquement un homme de la trempe de Bourgaï. Il a de l'aura au sein des Algériens. Beaucoup d'Algériens le soutiennent. Le pouvoir de fait, c'est que Bourgaï peut ouvrir les yeux à beaucoup d'Algériens en disant que faites attention, ce régime a un candidat. C'est pour ça qu'il le président est déjà élu. Il est élu. On l'a tapé très fort. Peut-être qu'ils n'imaginaient pas qu'ils allaient arriver jusqu'à jeter en tôle une icône de la révolution. Ils l'ont fait parce que là, il les a dénudés, on va dire. Voilà. Il représente aussi en fait un danger aussi pour ce régime parce que c'est quand même un révolutionnaire, donc quelqu'un qui a fait la révolution, et c'est le régime de Gaïe, des généraux qui l'entourent, etc. En fait,
sont en train de chercher une base sociale autour de Novembaria, Badissia, etc., du passé révolutionnaire, des figures comme Bourga'a ou Jamila Bouhired qui a attaqué. Jamila On Bouhired est en train de dire partout, c'est lui notre président. C'est-à-dire que ces gens-là, les Jamila Bouhired, les Bourga'a, etc., et ces révolutionnaires-là qui s'apprêtaient aussi à remettre en cause le véritable fond révolutionnaire ou supposé de Gaïd Salah, ça représente un véritable danger pour ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire essayer de construire une base sociale. Mais moi, je vais dire une chose, j'espère que Bouteflika, le 4e mandat, ils l'ont fait passer, et puis ils avaient peur, hein. Le 4e mandat, ils avaient beaucoup plus peur que le 5e mandat. Le 5e mandat, ils étaient dans l'assurance et ils se sont dit, allez, on va même mépriser le peuple, on va le faire passer. J'espère que c'est la même chose, j'espère qu'il est allé trop loin, et c'est peut-être le trop loin qui va réveiller le reste des Algériens, peut-être qui ont encore un espoir dans l'état-major ou dans l'armée pour trouver une issue. Et j'espère personnellement que c'est le trop loin de ce régime. La goutte. Oui, que c'est le trop loin de ce régime. Est-ce que vous avez appris à travers les réseaux sociaux que les doubables électroniques, comme on les appelle, celui qui a trouvé ce mot, il est génial. Doubables électroniques. C'est le génie algérien. Hein, alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de répandre comme, après avoir dit de Bourga'a que c'est un faux moujahid qui a usurpé le truc de quelqu'un d'autre et tout. Maintenant, alors la dernière, Jamila Bouhired a usurpé l'identité d'une moujahida de Blida. Elle, c'est une petite... Elle a usurpé... c'est une fausse Jamila Bouhired. Voilà. Exactement. Et ça carbure, hein. Exactement, et c'est doubabs, carrément dans la théorie du complot où il n'y a plus d'effort, de rigueur ou de référence. Là, c'est l'imagination, puis trouver un fil conducteur. Et après, on y va dans toute tautologie. On essaye de... Et c'est un retour aussi, il a bien fait de revenir à 62. C'est un retour au boumédianisme, comment il s'est construit. Il s'est construit autour de ça, autour de Tahwin, c'est-à-dire dire que ces gens-là... Oui, voilà, les accords d'Évian, c'était une haute trahison. Oui. Et nous, on va aller corriger le cours de l'histoire. Nous sommes les nationaux. Sauf que là, il s'est passé 57 ans. Et les Algériens, ils savent que, de toute façon, ces gens-là qui ont traité les autres de révolutionnaires, Aït Hamed a été réhabilité, tous les révolutionnaires, Boudiaf a été réhabilité, donc tous ces gens-là qu'on a traités de traîtres ne le sont pas dans le cœur et dans les têtes des Algériens. Donc du coup, revenir vers ça, peut-être c'est vraiment le trop loin. Et puis Arabi Jamia, oui. Ces gens, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, ces gens qui ont mis Ben Youssef Mellouk quasiment en prison, qui l'ont broyé, qui ont brisé sa carrière, qui l'ont fait frapper par des gens, ils lui ont tout fait. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé des magistrats faussaires qui sont devenus des moujahidines par la grâce du trafic. Des faux moujahidines. Des faux moujahidines. Ils lui ont fait subir l'indicible. Absolument. Et eux, ils viennent accuser les vrais moujahidines d'être des faux moujahidines. Vous y comprenez quelque chose? Moi, j'ai quelque chose à dire à propos de M. Bourga'a. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une accusation de l'accusation dans laquelle il a affirmé que Gaïd Salah est le président. Je ne pense pas qu'elle est liée à ça exactement. Elle est liée à quelque chose qui est un petit peu consistant par rapport au sentiment corporatiste de Gaïd Salah, qui dit que l'ANP n'est pas cellule Jaish Tahrir al-Watani. Parce que tout simplement, Gaïd Salah, c'est un arriviste en histoire. Il vient de découvrir l'histoire hier. Hier, justement, il veut à peu près, lui aussi, se donner à peu près ce paramètre, cette dimension à peu près, comme Moujahid ou Hlef ou Dfen à peu près. Il me semble que c'est ça, même si je ne partage pas la position de Bourga'a concernant Salil Jaish Tahrir al-Watani, parce que Salil Jaish Tahrir al-Watani, c'est vrai, c'est Salil Jaish Tahrir al-Watani. Bon, pour les impérialistes avant, je ne sais pas, l'Occident, ils disaient que les armées dans les pays de dictature, c'est une affaire de généraux, mais pour nous, l'armée, c'est une affaire de caporaux, de genoux, c'est ça le Jaish. Donc, non, mais pardon, Arabi Jamia, je me permets de vous interrompre. Oui. Parce que moi, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Oui. Lui, il voulait dire que l'ALN de l'intérieur, qui avait vaincu la France. Il dit, je refuse cette histoire de nous, on a perdu la guerre et c'est une victoire plutôt politique et c'est la France qui s'est débarrassée de la patate chaude. Non, nous avons vaincu la France, mais nos frères de la frontière
la laine des frontières, est confisqué. entrée, elle a tiré sur nos canons, elle a tué 2000 des nôtres, elle a pris le pouvoir par la force, elle a fait un coup d'État au GPRA, et c'est Boumediene qui lui a donné le nom de ANP. On ne connaissait pas ça, nous, avant. Et il a dit, les premières victimes de l'ANP, ça a été l'ALN. Il a dit ça, et nous allons... Moi, je parle maintenant, si vous voulez. Pardon, là, nous ne sommes pas... Pardon. On va écouter un peu, je reviens. Okay. On va voir quelques images, quelques déclarations de M. Bourga. كلنا نهدر على المواد في الدستور والشرعية. لازم ننتبه. من طرابلس حتى اليوم ما كان حتى شرعية. إلا نولون يعني نهدروا باسم الشرعية. من شهر ماي 62 لليوم الحكم غير شرعي. غير شرعي وبالدليل الانقلاب الأول في تريبولي على المجلس الوطني. القايد صالح هذا من العهدة الرابعة هو كوميسار بوليتيك تاع بوتفليقة، ولا محافظ سياسي تابع يمجد في بوتفليقة. الآن القايد صالح يتهم الشارع باللي محرك من أطراف خارجية. هو الأول اللي راح للإمارات 3 خطرات متتالية، وجا لهنا وبعث الشركاء نتاعو لأوروبا، رمضان العمامرة والأخضر إبراهيمي. Nous écouterons quelques autres déclarations au cours de l'émission et je vous rends la parole. Je parle de l'ANP maintenant. Nous ne sommes pas responsables de toute l'histoire. Nous sommes responsables d'une petite phase de l'histoire. Monsieur Bourga, نتفق معاه واش يقول كامل. Monsieur Bourga, personne. Déjà, c'est scandaleux. À ce qu'une télévision, ça donne un dénigrement, à de l'insolence carrément, à de l'ingratitude contre ce monsieur. Ce monsieur a fait son service national à Grenoble. Et dès qu'il est rentré en 1956, juste une semaine, il a passé une semaine chez lui et il est monté à Chebli Blida. Ce n'est pas son service national, son service militaire. Son service militaire, quoi. À ce moment-là, on l'appelait service national français obligatoire. On disait le service militaire. Ah oui? Oui, oui. Ok, d'accord. C'est nous qui avons inventé cette qualification de service national. Ok, donc à ce moment-là, c'était le qualificatif, je ne sais pas quoi. Il est monté, mais c'était obligatoire. Oui, oui. Il est parti à Grenoble, il a fait son service militaire obligatoire. Et dès qu'il est rentré en 1956, juste une semaine, il est parti à Chebli. Ce monsieur-là était commandant en 1960. À ce moment-là, Gaïd Saleh n'était même pas un Ajoudan. D'accord? Donc, pour un peu situer la chronologie, ce monsieur Bourga, c'est un moujahid, il n'a usurpé حتى titre تاع واحد. Il a pris le nom de son frère, il n'y a aucun problème, mais on ne peut pas le mélanger qui est يعني مع سي الأخضر qu'on appelait Moukarani, shahid en 1958, et que Hashmi Shrif, premier sous-préfet de l'Khdaria qui était Palestro, a donné le nom à l'Khdaria. On ne mélange pas, mais il n'a usurpé aucun titre. C'est un moujahid déjà noble. Bon, on peut ne pas être d'accord avec lui sur ça. Ça, c'est normal. Il faut qu'on ne soit pas d'accord parce que c'est démocratique. On ne peut pas faire le monolithisme politique aussi. Mais personne ne peut dire que Hada Sidada, c'est un moujahid. Non seulement c'est un moujahid, mais c'est un héros. C'est un héros. Et non seulement c'est un héros, mais il était compétent. Il était très compétent pour les armes. Sidada a fait 2 années مع l'armée française sur le service militaire. Et ses compétences ont été démontrées dans la katiba اللي كان يديرها je pense زبيرية. Ce monsieur هذا بورقعة الأخضر اللي مولود في العمرية اكس شامبلان ولاية de Médéa, c'est grâce à lui que les pourparlers entre le conseil de la wilaya 4 et De Gaulle, qui consistait à établir un cessez-le-feu, il les a sabotés. Et à ce moment-là, comme a dit l'historien que vous invitez fréquemment ici, il a dit que
Justement, c'est là où De Gaulle a compris que l'Algérie ne pouvait pas être française. Que des arrivistes, des inconnus au bataillon s'attaquent à ce monsieur-là, c'est une honte. Et sa famille, comme les Moudjahidines, ont le droit d'ester en justice. Et ce chef d'état-major et la télévision. Moi, je parle tout simplement, l'armée des frontières, c'est une conception vague. C'est une conception vague. Géographiquement, les gens ne maîtrisaient pas. Il y avait une ALN qui a été constituée et construite par Krim Belkacem. Les déclarations de Krim Belkacem à Columbia en 1958 disaient « j'utiliserai tous les moyens pour avoir une armée moderne ». Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une autre paire de manches. Il fallait clarifier aussi à la jeunesse, à la nouvelle génération, qu'on ne mélange pas, parce que c'est très important. On a toujours eu dans nos manuels scolaires que que des dérapages. En 1962, ça impliquait pas l'armée des frontières par géographie, parce qu'il y avait tous les Algériens qui étaient en Tunisie, qui ne pouvaient pas entrer juste après septembre 58, où ils ont renforcé avec la ligne Chal. La ligne Chal a empêché catégoriquement, elle était hermétique, ils ne pouvaient pas entrer. Ils sont venus en 62, ça doit être un peu... On ne disait pas la ligne Maurice? La ligne Maurice et le renforcement de la ligne Chal a compliqué les distances. Et il semble que ce Guedsal était à l'arrière de la ligne Chal. Donc celui-là, il est de l'intérieur, certainement. Zoubiria, il était au cœur de Média, certainement. Oui, lui, il était de l'ALN de l'intérieur. De l'ALN de l'intérieur, mais justement, à la nouvelle génération, on ne peut pas sissonner, on ne peut pas aussi tronçonner toute ce qu'on appelle cette adhésion populaire dans toutes les régions de l'Algérie pour tomber à peu près dans des analyses, parfois que nous tombons nous-mêmes dans des analyses populistes qui peuvent avoir des conséquences. De toute façon, c'est un sujet autrement plus complexe. Je suis d'accord. L'analyse sur les faits historiques a besoin déjà de sérénité. Et ce n'est pas le moment, justement, il n'y a pas assez de sérénité pour débattre, pour aborder des sujets. Mais le plus important, c'est que le débat actuel est la résultante d'une impasse idéologique, politique d'un système qui a voulu confisquer justement l'histoire. Oui. Et il a fait un récit officiel qui ne correspond pas à la réalité, qui comporte des failles énormes qui peuvent justement amener à ce genre de débat actuel. Mais le plus important, c'est pourquoi avoir mis Ahmed Bourgaab pour des propos, pour une opinion en prison. C'est ça le vrai débat qu'on doit avoir. C'est pas est-ce qu'il a été Moudjahid ou pas Moudjahid. Il y a Ouldi Makash Moudjahid. Il n'était pas Moudjahid. Est-ce que c'est justifié qu'on mette une personne, parce qu'il a porté ces propos-là, en détention provisoire? Pourquoi le mettre en détention? On aurait pu le citer, le convoquer en citation directe. Voilà. Est-ce qu'il y a un danger puisque il présente toutes les conditions de présentation. Les propos incriminés sont passés déjà. Oui, place. absolument. Il ne peut pas y avoir une continuité. Donc la détention provisoire n'est pas justifiée en aucune manière. Et on lui reproche d'avoir porté atteinte au moral des troupes. Voilà, mais nous allons voir encore quelques images et nous revenons au débat. Quelques images du même M. Bourgaab. النظام هذا يحوس اليوم النظام راه يحوس على سوفتاج، يحوس على آلية اللي تنقذ، والآلية اللي تنقذوا هو راه اللي تابعوا لا روشاش دان نور. نتوقعوا هذا الراجل كاه ولا ما كاش؟ هما هذا النظام اللي عشنا معاه وعندنا تجارب كبيرة معاه. شفت المتدخلين لهنا ما ذكروش المؤسسة هذا النظام اللي يتمثل فيها النظام هو الجيش أو مؤسسة الجيش. على بالنا كل إلا التاريخ ما نكتبش راهم يجوا الجيل الثالث ويتعب ممكن ويلقى الحقيقة. النظام هذا من 62 تكونت ميليشيا خارج أرض المعركة، والميليشيا هذيك طبعا فعلتها حتى اليوم. يقال لنا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني. هذه ما كاش منها. هذا النظام إخواني
c'est le seul mafia de la planète sur le bassin méditerranéen اللي عندهم constitution وعندهم وزارة العدالة وعندهم دي زامباسادور يروبريزونتي بيلوني كيف نتعامل معهم؟ 4 أشهر النظام هذا يحوس منا والله منكم ننقذوه كيف؟ ما قالش كيف ما قالش الناس راهم يحاوروا ويتلاقاو كما قال رحابي راهو ينسق ما بين حبسه روحوا نستناو 6 شهور عامين مانيش عارف. Hassan. Peut-être que le mot miliciette, il a dû être interprété, une milice, mais je pense que ce n'est dans ce qu'il vient de dire Sibourga, il voulait dire le système politique. Il y a une milice politique, pas forcément une milice militaire, c'est une milice parallèle à l'armée nationale populaire. Il voulait dire qu'il y a une milice au sein du système qui a imposé ce système. Il a dit qu'il était de l'autre côté de la frontière. Il a dit ميليشيات كانت من صح قال لك من 62 on peut l'interpréter. Donc mais il n'a jamais caché que l'armée des frontières. Absolument, tout le monde, tous les hommes politiques le disent. C'est un discours politique et M. Bourga a le droit d'avoir une position politique. Absolument. On peut ne pas être d'accord. Comme a dit l'Arabie tout à l'heure, le fait de dire milice ou pas milice, ou la Salih Djeish Tahrir, Machi Salih Djeish Tahrir. Il y en a qui disent que c'est on condamne l'emprisonnement de terre. Ouais, ça c'est incontestable. Nul. واحد ما يقدر يقول لي انا بورقعه مش في حل. D'accord. Mais miliciette. Je ne vais pas انايا ثاني نجي كريم بالقاسم. Il faut appeler كريم بالقاسم يجي درك ويجي عمران. Qui va nous expliquer pourquoi. C'est عمران qui faisait des discours dans les montagnes de Soukharas où il goule à la Tunisie et au Maroc. Il se croyait que احنا هم le parent pauvre du monde. Eh ben on va s'imposer ويسب. C'est عمران maintenant milice. Bon, ما نتفقش معاه في milice. Mais dans quel contexte? Oui, la wilaya 4. Le couloir de ravitaillement de la wilaya 4 en produits médicaux, en matériels médicaux et en armement, ça partait d'un point, y compris la 3 Akfado, et y compris il y a le point de chute. C'est à partir de la région de ce qu'on appelle Bec du Canard, Inzana actuellement, qu'on transportait les armes jusqu'à la wilaya 4. Donc, les gens qui ont créé l'ALN en Tunisie, nous ne sommes pas les seuls. Non mais pardon, l'Arabie Saoudite. Karim Belkacem n'a pas créé l'armée des frontières. Karim Belkacem a créé, il était le ministre de la Défense de l'ALN, dans son ensemble et dans sa totalité. Il était ministre de la Défense de l'ALN de l'intérieur, de l'ALN des frontières. Avant les lignes Echal et Maurice, les armes rentraient normalement, les moujahidines rentraient régulièrement. C'est à partir du moment où il y a eu les opérations Chal qu'on ne pouvait plus faire rentrer ni une balle, ni un homme. Personne ne pouvait passer. Que l'armée des frontières s'est mise à s'étoffer en armement, en hommes. Et d'ailleurs, on reconnaissait un moujahid de Tunisie d'un moujahid de l'intérieur par leur poids. Ceux de Tunisie étaient gras. Ils mangeaient bien. Alors que ceux des moujahid de l'intérieur, ils crevaient de faim. On reconnaissait, quand on voyait 2 genoux, celui-là, il est de l'intérieur, celui-là, il est de l'extérieur. Et donc, Karim Belkacem n'a rien à voir. Et après, Karim Belkacem, quand il est parti du ministère de la Défense au ministère des Affaires étrangères pour représenter l'Algérie, et il a réussi cet exploit de faire financer la révolution algérienne par la Chine, ce que peu de gens évoquent aujourd'hui. C'est Boumediene qui a pris l'état-major général. Boumediene critique Karim Belkacem en disant nous on قاعدين نعيشوا هنا وهم قاعدين يعيشوا هنا. Oui, mais on va pas faire le procès. Non, c'est-à-dire les gens de Annaba et d'Oran. Les gens de Annaba et d'Oran. Justement, nous, مع الحراك on essaie de fédérer les gens. On va pas raconter à une jeune madrilène de 18 ans le problème de Franco. C'est impossible parce que nous, c'est vrai, vous avez raison. Nous voulons, il y a des partis qui nous dépassent. Nous voulons fédérer tout le monde. Il y a des gens d'Oran, ils aiment Boumediene. D'accord, c'est sur le plan intellectuel, on peut débattre. Comme un Français à un moment donné qui a dit vous savez comment vous allez vous substituer au peuple égyptien. Il a sa manière d'aimer Nasser, même s'il est dictateur. Il y a des gens qui aiment Boumediene. Mais pourquoi je donne dire des leçons le Siyid Ntawahran en venant? Qu'il y a des gens de Khenchla, jusqu'à présent, ils n'aiment pas Souman.
Pourquoi je lui impose? Je dois expliquer, on doit parler. Justement, on doit parler justement pour fédérer. Nous ne sommes pas responsables. Mais allez, je mets l'essentiel. C'est tout. Ouais. Allez-y. Il y a quand même quelque chose. Cette histoire nous ramène quand même à la nature du régime. Parce que c'est... Et en fait, dans la partie de nature du régime, il y a une partie que là, on n'a pas évoquée, qui est quand même centrale, qui est aussi la création de la police politique. D'où vient la police politique? De la nature même. Peut-être qu'elle a servi pendant la Révolution de ce qu'on appelle les Bossouf Boys, de comment elle était conditionnée. C'était quoi leur rôle? Conditionner la société, intoxication, torture, l'image du leader ou le leader qui doit être pratiquement considéré comme un dieu. Ce qu'a récupéré Boumedienne dans son alliance avec Bossouf et qui, par la suite, bien sûr, il va l'écarter. C'est ça la nature du régime aussi. C'est une armée représentée par Boumedienne, un appareil politique qui était Ben Bella, l'alliance avec Ben Bella pour récupérer le potentiel politique ou l'appareil politique de l'époque, et aussi la police politique qui devient la sécurité militaire et qui va conditionner la société, toute la société algérienne, qui va conditionner notre façon de voir l'histoire, notre façon de voir la politique, notre façon de voir tous les rapports sociaux, et ça pendant des années et des années. Si on voit Tartag, Toufiq ou Qasdi Merbah, ils ont tous la même façon de faire, en fait, de réprimer cette société-là. Et je pense que ça a peut-être le mérite de nous ramener à cette nature du régime pour qu'on sache... Je ne suis pas très d'accord comparer Tartag à Qasdi Merbah. Oui, bien sûr que ça va, bien sûr que deux... Non, mais enfin... Mais moi, Toufiq aussi par rapport à Qasdi Merbah. Oui. Toufiq aussi par rapport à Qasdi Oui, Merbah. Toufiq aussi par rapport à C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes enseignements, c'est pas les mêmes compétences. C'est pas compétences entre guillemets, parce que c'est... Si tu as fini. Oui, non, mais on peut s'interrompre les uns les autres. Moi, je ne souhaite pas m'apaisantir sur ce fait d'histoire, sur ce que raconte l'Arbi, ce qu'a été Bourga'a. Oui. C'est aux historiens de faire la lumière. Personne n'a remis en cause le passé révolutionnaire de cet homme. C'est un grand homme, c'est un authentique. Vous allez nous parler tout à l'heure de l'ONM. L'ONM, oui, exactement, qui a menacé, tenez-vous bien, elle a menacé de poursuivre en justice la télévision pour avoir... Voilà. Mais moi, je pose un problème par rapport à la jeunesse algérienne. La jeunesse actuelle, tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, tous les peuples du monde ont des pères fondateurs. Des pères fondateurs et des mythes fondateurs. Et Ahmed, c'est un père fondateur. Bourga'a, c'est un père fondateur. Qu'on ne le veuille pas, Boumedienne, c'est un père fondateur. Boudiaf, c'est... Nous sommes là en train de briser nos héros, nos pères fondateurs. C'est quoi, Phila? Sur quoi on va construire la nouvelle Algérie si on fait table rase de son passé? Et là aussi, mettre Aït Ahmed des Boumedienne sur le même je suis désolé, c'est le grand écart. C'est vrai, c'est le grand écart. J'aurais pu citer Rabah Bitat, quelqu'un d'autre. Bon, le Mohem. Boumedienne a existé. Macalish, mais il a existé. De compatriotes. Oui, absolument. Dans la période 62, à nos jours, effectivement. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de donner un socle culturel, j'allais dire, et mémoriel à cette nouvelle Algérie que nous allons construire. Il faut que l'Algérie n'est pas née en 1962. Je suis désolé. Sauf qu'il ne faut pas confondre entre mythification non, on va pas et les mystification. Non, on ne va pas mystifier. Là, ils sont en train de mystifier, justement. On a tous besoin de mythes fondateurs, mais qu'on mystifie et qu'on falsifie l'histoire. Et d'imposture historique. Absolument. On est contre tout ça. Et là, je me rappelle, c'est une lettre prémonitoire de Abdelhamid Mahri en 2011, en plein ce qu'on a appelé à l'époque le printemps arabe. Il envoie une lettre à Bouteflika, à son frère Bouteflika, exactement. Il a Akhi Abdelhamid Bouteflika, en le suppliant presque, s'il te plaît, fais des réformes politiques pour sauver l'Algérie, parce qu'il arrivera un jour où la jeunesse actuelle ne croira plus en la révolution et ses héros. Est-ce que nous ne sommes pas là? Malheureusement, ce sont des responsables, le pouvoir de fait, qui cassent ces héros. Ce n'est pas le peuple. La jeunesse algérienne, elle a mythifié Jamila Bouhayrad, Iri Lahriz, Bourga'a, tout le monde, Hirak. C'est un plaisir de descendre sur la place Oda et tu croises Jamila Bouhayrad. C'est magnifique. La sœur de Ben Mehdi, même si elle n'y est pour rien, mais c'est la sœur de Ben Mehdi. Tout le monde a envie. Personnellement, je la salue avec chaleur. C'est la sœur de l'Arbi Ben Mehdi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train d'étêter ceux
que nous pensions être des héros pour la nation. Et c'est ça qui me fait peur en tant qu'Algérien. Et quel message nous envoyons à la jeunesse algérienne d'aujourd'hui que Jamila Bouhired, la fameuse Naïma, quelque chose qui se permet de descendre en flammes, une grande dame comme Jamila Bouhired, un produit de la France. Un produit, comme dirait Karim Tabou, à ne pas laisser à la portée des enfants. Mais je suis désolé. Et pourquoi la justice n'a pas bougé contre Naïma Salahi? À propos de justice, l'ONM qui menace de poursuivre pas le donneur d'ordre. Oui, parce qu'il y a des communiqués maintenant, il y a une nouveauté, on menace de recourir à la justice. Comme si le mal n'est pas déjà accompli, fait. Le grand Bourga, il est en prison. La télévision nationale l'a réduit à rien du tout. Il ne vaut rien, ce Bourga. On l'accuse même d'avoir falsifié son nom, de s'être substitué à son frère. Et l'ONM qui dit l'ONM qui menace, elle se contente de menacer, c'est dommage. Je suis sûr que si il est décédé il y a quelques temps, Saïd Abadou, il aurait peut-être fait un peu plus qu'une menace de Mais quand on menace le NTV, le pouvoir, en fait. C'est le pouvoir, c'est le porte-voix du pouvoir nouveau. Mais le NTV, c'est un exécutant. Bien sûr, absolument. C'est un bras médiatique. Ça vous satisfait, vous? Moi, c'est un bras médiatique du régime. Oui, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il obéit à l'injonction. Le journaliste, il lit. On lui donne un communiqué, il le lit. L'ONM fait partie de ce système rentier. Absolument. Elle a parlé. Il y a des gens qui disent on ne les connaît pas. Bon, d'accord. Elle fait partie maintenant. Elle ménage un petit peu la chèvre et le chou. Voilà. Aller un petit peu sur le minimum, d'attaquer la télévision sur le principe d'atteinte au parcours révolutionnaire de l'Akhdar Bouraga'a. Mais en principe, elle doit s'élever. Aussi, elle doit dénoncer l'emprisonnement de Bouraga'a sous une fausse accusation. Parce que nous ne sommes pas en guerre pour que Bouraga'a s'attaque au moral des troupes. Ça, c'est faux, c'est complètement... C'est un problème de Gaïd Salah. Ça, c'est clair, c'est net. Mais l'ONM a joué. Ce sont eux qui nous font faire وسوف نقف رجلا واحدا ضد كل من تسول له نفسه. Ils ont transporté toute l'Algérie à l'extérieur. L'Algérie a été dévalisée, cambriolée le soir de Haraho, et puis les gens donc ils étaient complices parce que ce sont eux qui ont vécu les phases antérieures, des phases antérieures de la révolution. Ce sont eux qui ont qui ont libéré ce pays par ce qu'on appelle par référence morale. Ce sont nous, peut-être de la génération après l'indépendance, qui ont pris cette tâche de s'attaquer à ce régime depuis notre adolescence, qu'on s'attaque à ce régime-là. Maintenant, c'est le minimum, c'est toujours acceptable, mais on connaît dans quel credo, dans quel topo, et on connaît exactement les recettes de l'ONM. J'aimerais bien qu'elle fasse beaucoup plus, et de défendre ce moujahid et d'aller le libérer de la prison là où il est actuellement. Alors, Gaïd Salah... Ça a été beaucoup plus un organisme de certification pour tous les politiques, l'appareil, pour tout le personnel politique. Du pouvoir, et puis j'ai envie juste de finir sur cette histoire de Bourga'a. Dans un pays où Jamal Ould Abbas est le plus grand moujahid et où Bouteflika est un très très grand moujahid envoyé, le père des moudjahidines envoyé par Dieu. Mais c'est le chef de la Isaba. Envoyé par Dieu, il est évidemment que Bourga'a n'est pas un moudjahid. Alors, au sujet de l'Menjel, vous voyez comment on crée les mythes. Ça, c'est un vrai mythe fondateur. C'est incroyable. Alors, le Menjel, c'est violent aussi, c'est violent. Qui donc fauche. C'est un peu, ça ressemble à la grande faucheuse là, qui arrive et qui fauche. Donc, le Menjel qui fauche. Et puis, on nous a un peu inséminé dans la tête l'histoire du grand faucheur qui fauche... les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, le façade. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Il est en train de faucher que les seconds couteaux, d'un côté, qu'il jette en pâture à la foule comme ça pour la calmer, mais aussi, et surtout, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Oui, absolument. Ses adversaires. Tauver, il n'est pas en prison parce qu'il a tué des dizaines de milliers de gens. Il est en prison parce qu'il voulait faire un coup d'État à Gaïd Salah. Tout simplement. Les généraux qui sont en prison à Blida,
ne sont pas en prison parce que c'est, comme il l'a affirmé, parce qu'ils sont De faux auteurs moudjahidines. c'est parce qu'ils voulaient le faucher. Le Bourga, pareil. Ça veut dire maintenant, finalement, le grand Mengel, c'est le Mengel de tous ceux qui s'attaquent à Gaït. Ce n'est pas autre chose. Mais c'est clair ce que... Oui, déjà, la question de Mengel, elle est violente. Oui, Le terme Mengel est violent, est porteur. biologiquement, c'est terrible. Bon, oui, il est porteur d'une La violence, faucille, la faucheuse. Ah oui. une violence symbolique et elle est en train de se démocratiser et on l'utilise avec. C'est du beaucoup terrorisme culturel. Bien sûr, c'est du terrorisme. Parce qu'une Mengel, quand on dit il faut, la faucheuse, elle ne fait pas dans la distinction. Absolument. Oui, Ah oui. absolument. Si. absolument. Là où elle tape, elle tranche tout le les monde- têtes, Tout le monde y passe. Et donc il n'y a aucune dimension de justice dans cette histoire de Mengel. Ouais. C'est plus l'autorité et la force. Ça symbolise la force qui va taper le reste, ceux qui sont face à eux, d'une façon indiscriminée et d'une façon Et c'est violente. vrai, Absolument. indiscriminé, indistinct. voilà. La faucille, Le bon et le mauvais, le moins bon. Elle récupère d'une manière, que ce soit maladroite ou je ne sais pas, elle récupère tous ceux qui ont été marginalisés, attention, tous ceux qui, un petit peu, par le fait d'une marginalisation médiatique, d'une lecture centralisée de l'histoire à peu près, il y a une lecture géographique de l'histoire, on ne peut pas cela. Tous ces gens-là ont leur propre littérature maintenant, il y a le Bédissi, il y a Novembaria. Parce que tout simplement, nous avons, il faut reconnaître, les gens, واحد في الغواط يهضر على الزعيم اللي في الغواط ولا في الجلفه الى ان ليدر ثم les journaux du centre d'Alger ما يهضروش عليه. C'est une réalité. L'espace médiatique n'était pas équitable pour les Algériens. L'espace du débat sur l'histoire n'était pas équitable pour les Algériens. C'est pour cela que les gens créent leur alternative, leur lecture à partir de leur vie quotidienne, de leur histoire locale. Et c'est pour cela qu'on voit que beaucoup de gens préfère, malgré que le monde s'est débarrassé du climat militaire, s'est débarrassé de la télévision militaire et des généraux en train d'écrire je ne sais pas quoi. Mais nous, on se trouve le seul pays maintenant au monde que la télévision diffuse un discours politique d'un chef militaire, semblable à Vadela de l'Argentine de 1976. Il y a une population qui se reconnaît, elle est là, elle est présente, elle a sa littérature, elle voit les autres, les يهضروا بالفرنسي, ça, les les je ne sais pas quoi, elle résiste, elle voit ce monsieur-là qui est en train aussi d'exploiter certains éléments populistes, de jouer sur la fibre sensible. العربية يبدلوا الفرنسي يحطوا الإنجليزية بالفرنسي والعربية في البكالوريا وراح يديروا ما هدرش يهدر بالعربية كي يخطب وجامي يهدر بالفرنسي. Tout ça, c'est des éléments. Vous me faites une très bonne transition sur la récupération, justement. La récupération, cette histoire de... Ils récupèrent tout. Hein. Oui. Ils font feu de tout bois. Le français parle anglais comme si ça pouvait se faire du jour au lendemain. Zouev, tout est bon. Zouev, les drapeaux à Mazir. Zouev, Louis, Gaïd Saleh. Ouais. Gaïd Saleh, c'est quoi son problème, Gaïd Saleh? Le mot Zouev ninja. Il y a à boire et à manger. Zouev, tout simplement, parce que, tout simplement, lors de l'exécution des 17 de la Wilaya 1, الغرور وجماعته qui était de la Wilaya 1 ou 2 من واد سوف, l'exécution, elle était injuste. Et on n'a jamais débattu على هذه parce qu'on vient toujours, on dit il faut débattre, تهضر مع الناس تexpliquer. Les gens ont droit à l'explication. وبقاو marginalisés, et ben Zouev خلقت parce que Saadallah, l'historien, il était touché, c'est les Kabyles qui ont tué les deux de Oued Souf. Et la révolution même, le secrétaire général du ministère de la Défense, Mehdi Shrif, il parlait il y a des gens qui à peu près ils diront l'hégémonie kabyle pour la révolution. Parce qu'il y avait une scission qui a été exploitée et reprise au lieu de débattre au lieu de responsabiliser. Ce n'est pas tous les Kabyles, il y a de bons éléments. Et la révolution a été bien encadrée par des Kabyles. Il y avait beaucoup de cadres. Oui, mais l'Arabie, ça risque de nous détourner un peu de notre Non, sujet. pour vous dire exactement. Je comprends, mais voilà le carburant de Gaïtsal. Mais pour parler de la récupération d'une manière générale, ils font feu de tout bois. Ils parlent des Zouaves, ils parlent de drapeau Kabyle, de drapeau Amazir, pardon, de cette histoire de Borga, de cette histoire de Touf. Ils font feu de tout bois pour diviser les Algériens. Et justement, au sujet du drapeau Amazir, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Fateh, sur ça? Je reviens
10 secondes sur oui, juste allez-y. la Oui, oui. faucheuse. En fait, moi, ce qui est curieux, c'est que la faucheuse, si vous vous rappelez bien, dans les révolutions, ce qu'on appelle les révolutions arabes, a été utilisée par beaucoup de régimes de dire que c'est les sionistes, avec la main du sioniste, avec une faucheuse qui commence à faucher tous les pays avec du sang, etc. Oui, oui. Il y avait quelques pays, par C'est exemple en Algérie, c'était utilisé pour dire qu'en Algérie, il y a un ange qui protégeait. C'est le même. C'est le même symbole qui a été récupéré par ça, avoir peut-être un lien avec les visites aux Émirats. Aux Émirats. Sur la question Parce que c'est vrai, vous faites bien de nous y faire penser, parce qu'à l'époque, les Émirats elle étaient était totalement très, contre le printemps des peuples, Ah, ils ont contre, bombardé en Libye. bombardé en Libye, contre l'action d'Al Jazeera à l'époque, et donc ils ont déclenché une contre-révolution qui ne se disait pas. Ils ont quasiment réussi Oui. à faire passer à l'époque les printemps des peuples, les ans transformés en hiver boueux. En hiver beau, voilà. exactement. ouais. Exactement. Et sur l'histoire de l'emblème amazigh, du drapeau amazigh, moi, personnellement, je ne le prends pas comme sur un angle identitaire. Je le prends plus sur un angle plutôt stratégique. C'est-à-dire qu'on a deux piliers de cette révolution. On a l'unité nationale, la cohésion et l'unité nationale, et on a le pacifisme de cette révolution, qui sont comme une sorte d'immunité contre toute intervention étrangère. Parce que tant qu'on est soudé, tant qu'on est unis, tant qu'il y a une unité et une cohésion nationale, et tant qu'on est pacifique, c'est-à-dire qu'on n'ira jamais dans la violence, on est immunisé contre toute intervention étrangère qui se base sur justement des faiblesses et des fragilités pour retourner des populations contre d'autres et puis armer celle-là et essayer de faire rentrer le pays dans un embrasement militaire, armé, etc. Et tout. Et cette question du drapeau, je pense qu'on ferait... C'est quoi le problème? Le problème, c'est que dans une région, il faut qu'on se le dise, qu'on dise les choses. Dans une région, il y a des organisations séparatistes qui représentent une fragilité. Et ces organisations séparatistes, elles n'existent pas, elles n'ont pas existé juste comme ça. Il y a un passif, il y a du sang qui a coulé, il y a des gens qui sont... On peut le regretter, hein, Oui. peut regretter que dans cette région, qu'il y ait des gens qui sont trop attachés à l'identité. On peut penser que ce n'est pas le moment de l'identité. C'est une réalité. Soyons réalistes et disons que qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce de parler à d'autres régions et de dire, peu importe, n'aimez pas ce drapeau-là, peu importe, vous avez le droit à les sentiments, de toute façon, on ne peut pas faire injonction sur les sentiments d'une personne. N'aime pas cette région-là, mais stratégiquement parlant, être solidaire. Et aussi, il faut un argument pour libérer les détenus. On parle de ça aussi. Peut-être qu'on en parlera plus. C'est une question centrale, les détenus. On ne peut pas libérer les détenus en demandant aux gens de laisser tomber ce drapeau-là. Maintenant, si les gens dépassent cette question, tant mieux pour tout le monde. On passera à d'autres questions. Mais si on continue des arrestations sur cette histoire de drapeau, si dans cette région, les gens n'arrêteraient pas de porter cet emblème-là, je pense qu'une solidarité des autres régions, va affaiblir toutes les mouvances séparatistes dans cette région et aussi va être notre argument aussi pour libérer les détenus. Parce que, en fait, pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est très contradictoire, mais c'est ce qui me semble. Ce drapeau amazigh qui est en train de flotter en ce moment, d'être arboré côte à côte avec l'emblème national. Moi, je les ai vus hier à la marche de Paris, donc nous verrons quelques images tout à l'heure. S'il y a un perdant principal dans cette histoire, c'est le MAC. Oui. Le MAC vit très mal cette cohabitation du drapeau amazigh qui se revendique d'une sphère autrement plus large Exactement. que le drapeau maquiste qui se réclame d'un rétrécissement identitaire, d'une exaspération. Il déconstruit tout le discours tout le du discours MAC. du Le MAC. discours du MAC, il est construit sur quoi? Il est construit sur... Vous êtes battus et puis il n'y a pas eu de solidarité. Il se construit sur un discours, il faut le dire, raciste, racialiste, etc. Et là, ce que démontre cette révolution, démontre que non, vous avez tort, les Algériens savent se soulever partout en Algérie, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Non, vous avez tort, les Algériens n'ont aucun problème avec vous, n'ont aucun problème avec cette langue, ils la reconnaissent comme tout le monde et les Algériens sont soudés autour des trois, ce qu'on appelle thawabit al-wataniya, et il n'y a pas de problème d'identité en Algérie, il y a un problème de liberté en Algérie. Il n'y a pas de problème d'identité. J'apporte encore un peu mon petit... et puis j'aimerais qu'on en discute parce que c'est vraiment central. Hein,
Moi, si j'étais Gaït Salah, et que j'aimais vraiment mon pays, et que je cherchais vraiment à fusionner ce peuple, à faire en sorte qu'il fraternise vraiment et qu'on oublie les vieux clivages qui ont été inséminés par beaucoup de sources. Moi, si j'étais lui, je ferais le contraire. Je dirais de toutes les façons. J'ai des millions de gens qui sont attachés à ce drapeau, à tort ou à raison, quelles que soient les motivations profondes des uns et des autres. Ils sont profondément attachés. Et si je les force à lâcher, si je les contrains à ne plus arborer, à ne plus brandir ce drapeau, je risque de les pousser dans le camp des séparatistes. Donc le meilleur moyen de faire, qu'est-ce que je fais? Bon, ils disent c'est un drapeau à dimension nord-africaine, maghrébine, on l'appelle comme on veut, culturel, identitaire. Eh bien, bon, d'accord. Puis c'est le drapeau de mes compatriotes, alors c'est le mien aussi. Ça, c'est le bon sens. Hein? Ça, c'est le bon Oui. sens. Ça, c'est le bon sens, mais je ne pense pas qu'ils ont du bon sens, ces gens-là. Gaït Salah a aimé le pays, c'est un oxymore. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire C'est ça. un peu comme novembriste Voilà, Badissi. Badissi. Moi, je pense que ça traduit une frustration quelque part, une frustration qui dure depuis peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Peut-être c'est son parcours personnel qui ressort à travers son discours, ses décisions, parce que ce sont ses décisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de Ben Salah depuis 10 jours? Notre sémillant président de la République, notre président de l'État. Où est passé Ben Salah? Hier, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a reçu les diplomates étrangers. C'est le président de l'État qui les reçoit. Il n'était pas là parce que le gars est très malade. Tout le monde le sait. Donc il n'y a aucun Algérien qui croit que c'est le président Ben Salah qui signe les fameux décrets et tout. On serait revenu à l'ère Bouteflika? C'est pire, c'est pire. À la limite, au moins, légalement, il est le président de la République, même si c'est Tonton Saïd qui faisait tout. Mais là, c'est un chef militaire. Je suis désolé. On n'a pas fait tout ça pour à la fin, au final, avoir un général de l'armée, un vice-ministre de la Défense, même pas ministre de la Défense, devenir chef d'État de là. C'est pas comme ça. Donc, moi, je pense qu'il s'est dit que le seul moyen, c'est d'arriver à soit placer quelqu'un, pas lui. Moi, je ne crois pas que Gaït Salah nourrisse l'envie ou l'espoir de pouvoir un jour être président. Il ne peut pas, même si certains disent qu'il aurait dit. Il aurait dit pourquoi pas moi, quelque part, il y a quelques mois. Mais bon, moi je pense qu'il veut être le maître de la suite, au moins d'ici 4-5 ans. Mettre quelqu'un, mais encore une fois, je ne parle pas uniquement de Gaït Salah. Moi je parle de ceux qui nous gouvernent. Gaït Salah, c'est une façade. Gaït Salah, c'est une façade. Gaït Salah. Il lit un discours. Gaït Salah, c'est un anti-kabyle. Je le dis, je suis responsable. Oui. La kabylophobie, il y a une kabylophobie في الجزائر. La kabylophobie aussi, elle est alimentée aussi par Siwel. Un gendarme arabe qui tue une fille kabyle. Oui, ou le complot de marier des filles kabyles à des arabes. Non, Siwel, elle appartient au MAC. Le MAC, d'accord, mais le MAC, écoute, le MAC aussi, c'est une résultante aussi. C'est l'enfant légitime ou l'illégitime du pouvoir. Le MAC, dans la présentation simpliste, sur le plan étymologique, le MAC, qu'est-ce qu'il dit? Nous, les Kabyles, on sort chaque fois, c'est la locomotive et les autres s'endorment. Peut-être sur le plan simpliste, d'accord ça. Sur le plan de l'analyse, elle est fausse. La présentation, elle est beaucoup plus populiste. C'est une zone frondeuse. Sur la présentation, elle est ciblée. Mais maintenant, un mouvement qui se crée d'une manière irréfléchie sur la base des prouvettes, c'est presque le berbérisme cadastre. C'est justement le mouvement en lui-même qui n'est pas la bonne réponse. Il y a des sacrifices sur la Kabylie. On ne peut pas nier. La Kabylie a évolué depuis 300 ans, 400 ans, d'une manière indépendante. C'est dans une résistance où la langue a joué l'élément de défense. Ça, c'est certes. Il y a une situation comme ça. Mais justement, il y a des gens qui ont créé cette kabylophobie, de part et d'autre. Et il y a quelqu'un qui est venu, le Nidam. Il est venu, le Nidam. Il veut utiliser cette livre parce que justement, il y a une grande littérature anti-amazigh qui est moujouda. C'est quoi le drapeau? Une fois, j'ai posé moi-même et je dis à Saïd Saadi, Saïd Saadi, tu as le RCD. Monsieur Saïd Saadi, c'est quoi la vie de l'étendard? Il dit, pour moi, je ne suis pas chaud à ça.
J'ai trouvé l'intelligence, j'ai trouvé Saïd Saadi intelligent. Parce qu'en réalité, moi aussi, je ne suis pas chaud. Même si je suis chaud à quoi? À ce qu'on insère le caractère kéfinaire Google, c'est plus conséquent pour pouvoir. Il y est déjà. Non, on insère un petit peu, on fait avancer justement la transcription. Le problème, c'est pas la majorité. Aujourd'hui, on a un problème politique. On a un chef, pardon, on a un président de fait qui est Gaïd Salah, qui est président de l'Algérie, c'est le patron du pays. D'accord. Qui visiblement, on va dire, joue avec le feu. Oui. Moi, en tant que, je suis originaire de Kabylie. Moi, j'ai peur. C'est mon sentiment. Oui. J'ai peur en tant que Kabyle, en tant qu'Algérien, et j'entends ce que disent les gens. Tout le monde a peur. On ne touche pas à ça. Ça fait partie ce qu'il appelle lui. De vouloir mettre le feu au poste. Voilà, les lignes rouges. Gaïd Salah, il a l'habitude. Tous les communiqués de l'armée, ligne rouge, ligne rouge. Ça, c'est une rouge écarlate. D'accord, comme dit le. Qui a été franchi délibérément. Il a été franchi. Je suis désolé, un haut responsable algérien qui tient un discours comme ça, c'est stigmatisant vis-à-vis d'une région, vis-à-vis d'une culture de. Mais je vous dis, dernier deux mots. Kabyle, maintenant, ça est sorti d'une manière saillante. Kabyle, ça c'est khedmtou. Le fait il y a quelque chose qui s'apparente. Divisé. Exactement. C'est pas bon. Exactement. Et on doit lui dire que c'est pas bon, il ne faut pas toucher. Abdelmomen qui n'a pas suffisamment parlé. Effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord sur la question de débattre de cet emblème amazigh, effectivement, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain l'imposer comme l'emblème de la Nord-Afrique, etc. Non, mais non, il n'existe pas. Laisse-moi terminer. Personne ne l'a imposé. C'est-à-dire qu'il y ait un débat, c'est pas choquant, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans le débat. C'est qu'on est dans une injonction par une autorité qui n'a même pas cette qualité et la légitimité d'avoir la légitimité d'avoir cette injonction sur une justice. Et pire que ça, le plus grave, c'est que, parce qu'il faudrait repasser les images, depuis le match, la démocratisation de cet emblème chez le 22 février, la démocratisation, c'était depuis le match, la qualification de la Coupe du Monde. Omdurman. C'était là la démocratisation de cet emblème où les Algériens, Khawdjouf défilé, avec cet emblème dans toutes les villes, fait Alger, Khawdjou, le plus normalement dans le défilé officiel organisé par le régime. Le défilé officiel, les joueurs de l'équipe nationale, il y avait l'emblème normal. C'est-à-dire, il y avait un pacte non dit, tacite, entre le dollar, entre le régime et la population en disant vous pouvez l'utiliser. C'est ça le vrai problème. Et à partir donc, la preuve, c'est qu'il a été toléré du 22 à maintenant. Après, au discours. Bouteflika ne l'a pas interdit. Bouteflika Yarbi, l'Aïsaba, ce que vous appelez. On revient sur ce pacte. Donc on rend le pacte d'une façon violente, et sans aucune explication, sans aucun débat. Et de façon violente. Et d'une façon violente pour justement justifier un ordre politique nouveau, imposer. Voilà, pour justifier pour légitimer une nouvelle, pour essayer de créer une nouvelle base sociale à ce système. Ça veut dire pour rallier autour de Gaïd Salah tous les déçus de la République. Tous les déçus de la République et tous ceux qui n'aiment pas ce drapeau. Exactement. Je voudrais juste rajouter un mot sur cet emblème. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Un emblème, c'est des couleurs, des symboles, des couleurs. Mais en réalité, un emblème, c'est la valeur que lui donnent les gens. Absolument. C'est-à-dire qu'un emblème que ne revendique pas des populations entières, tout ça. Voilà. Donc c'est pas une question. Identification. Voilà, les gens. Et il y a aussi une histoire qu'on ne dit pas. Le MAC a commencé avec cet emblème. Il a essayé de s'approprier cet emblème. Oui. Et il a été sommé de ne pas l'utiliser à partir du moment où le MAC n'est plus devenu un mouvement pour l'autonomie, qui pourrait être une idée comme une autre. À partir du moment où il est rentré dans le séparatisme, dans la violence, dans le racisme, il a été sommé de ne pas utiliser cet emblème. Le MAC était obligé d'inventer, de créer un autre emblème. Pour tout mouvement, commencer avec un emblème et finir avec un autre emblème, c'est toujours mauvais pour le mouvement. Ils étaient obligés de faire la promotion d'un autre emblème. Et les gens le revendiquent un peu partout.
Et ça vient d'où? Ça Parce vient qu'il est de l'Académie rassembleur. Il est berbère, rassembleur. qui a un travail, qui est d'essence culturelle, l'Académie berbère. Absolument. Son travail est essentiellement culturel. Et les gens, si ils revendiquent Un cet peu emblème-là... identitaire quand même. Oui, Oui. mais Revendicatif. identitaire dans le sens, oui, la culture fait partie de Absolument. l'identité Affirmation, aussi. affirmation Mais la plupart, la majorité, l'extrême majorité des gens qui portent cet emblème portent en eux l'Algérie, portent en eux l'emblème algérien, reconnaissent l'emblème national comme Je leur vous ai raconté emblème. tout à l'heure, Oui. hors émission, hier dans la marche de Paris. J'étais dans la marche et derrière moi, un peu en retrait, une jeune fille qui avait le drapeau national en burnos et qui brandissait un drapeau amazigh et qui, à un moment où les gens se sont mis à chanter Qassamen, elle est jeune. Si elle avait mon âge, j'aurais compris. Elle avait 25 ans. Comment elle chantait Qassamen, ça m'a donné la chair de poule. Bien sûr. Avec une force, en brandissant le drapeau amazigh. Vous voyez, donc Ça ne se discute même pas. Alors, nous allons devoir faire un peu vite parce qu'il nous reste 2 sujets. Les médias, le rôle des médias dans toute cette histoire. Et après, nous essaierons de parler un peu de la conférence nationale à laquelle vous faites partie, votre organisation fait partie, Abdelmomen. Alors, les médias, le rôle de ces médias, Hassan, vous qui êtes journaliste, qui êtes au pays... Alors, il y a une semaine, on a eu un débat, comme par hasard, parce que tous les médias sont fermés en ce moment à l'expression de l'opposition, de tout ce qui porte des idées qui vont à contresens du discours officiel. La chaîne 3 a quand même organisé un débat, c'était la dernière émission de l'émission actuelle, un débat sur les médias et le hirak populaire. Ah. Et j'ai été agréablement surpris par la liberté de ton et je me suis vraiment fait plaisir. Et là, donc, on va... De toute façon, la chaîne 3 a toujours été un bastion. La chaîne 3, c'est un honneur. Je leur tire chapeau. Toujours. Même du Je temps leur de tire chapeau. Boumedienne, Sur les réseaux ils ont sociaux su. et à l'antenne, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Parfois même des critiques de Gaël Salah qui passent à la chaîne 3. C'est inimaginable vu de Paris, mais et pourtant c'est la réalité. C'est des bâtons. Donc, mis à part ce petit îlot de liberté, qui est la chaîne 3, il n'y a aucun média, je dis bien aucun média, qui permet l'expression à ceux qui critiquent le pouvoir de fait, mis à part bien sûr quelques journaux, on peut les citer, un peu le Watan, un peu Liberté, le Khabar un peu moins quand même. Ces derniers temps, malheureusement, le Khabar, il semble traîner la patte, la une. Il n'y a plus de donc photos ils n'ont plus droit à la carotte, mais au bâton. et c'est le bâton, exactement. Bon, il y a le chantage à la publicité. Moi, je discute avec mes amis, le Khabar, c'est des potes, ils me disent que c'est extrêmement difficile en ce moment au sein de la rédaction. En une, le lendemain, le samedi, les lendemains des marches populaires, tu n'as plus jamais la photo de une qui montre la ferveur populaire et tout. C'est un sujet à côté. C'est à l'intérieur que tu vas trouver 2 ou 3 signatures connues d'El Khabar qui sont des baroudeurs. Donc, c'est vous dire un petit peu que l'espace médiatique s'est rétréci comme une peau de chagrin. Il n'y a quasiment plus de médias libres. Le pouvoir de fait, les nouveaux décideurs se sont emparés de tous les espaces d'expression. La télévision publique, ils l'ont récupérée. Elle était chez Bouteflika. Maintenant, vous avez tous remarqué que les 15 premières minutes du JT de 20h, c'est le ministère de la Défense et tout, les communiqués, le Gaël Salah et tout ça. Je suis désolé. Gaël Salah qui, dans un discours, félicite un journaliste parce qu'il a fait une émission sur l'AMP. L'une des vedettes du 20h avec qui on a fait la fac ensemble à la Koulihan. Donc on est tombé trop bas. C'est vraiment des médias de Corée du Nord. On a l'impression qu'on est en Corée du Nord. On est malheureusement en Algérie. Donc il y a beaucoup de journalistes, d'amis journalistes qui pensent quitter le métier. Pourquoi ils ne se libèrent pas? C'est pas facile. Pourquoi ils ne se libèrent pas? Pourquoi ils attendent qu'on leur ramène sur un plateau la liberté de la presse? Alors, si vous parlez de la télévision nationale, sachez qu'il y a à peu près 3000 journalistes. Est-ce que c'est normal qu'une télévision d'État fasse travailler 3000 journalistes? Est-ce que vous voyez ces 3000 journalistes travailler? Vous voulez dire que même s'il y a 2800 qui vont en grève, il y a 200 qui feront tourner le NTV? Absolument, c'est des rentiers. Il y a des journalistes qui touchent des salaires à liberté à la télévision nationale depuis 15-20 ans. Et qui n'ont pas mis les pieds pendant 6 mois. Exactement. Donc c'est un mammouth. C'est comme Air Algérie, 49 avions, tu as 9200 salariés. C'est un peu ça. Les chaînes privées, malheureusement, privées, indépendantes de leur volonté,
elles sont pires que le NTV. Exactement. Elles sont devenues pires que le NTV. C'est de la propagande médiatique. Goebbels va se retourner dans sa tombe. Il va se dire que finalement, je ne serai pas devant les Algériens, ce que font les Algériens. Voilà un peu quelque chose. Alors un petit tour, il ne nous reste plus beaucoup de temps, un tour de micro. Sur les médias, il y a quelque chose quand même à noter sur... C'est prémédité ce qu'a fait Gaïd Salah en félicitant Karim Bousselem, c'est la carotte. C'est un signal envoyé à tous les journalistes. Voilà ce qu'il faut faire. Celui-là a été félicité pour essayer de leur dire il faut faire ça. Par contre, moi, je ne suis pas pour disculper les journalistes. Si les nazis ont réussi à faire un massacre, c'est pas pour rien. Parce que les gens sont arrêtés de réfléchir et disent nous sommes des exécuteurs d'ordre. Non. Tout le monde est appelé devant sa conscience à se dire que de toute façon ils étaient jugés jusqu'au dernier par la population. Ils n'ont pas d'excuses, ils sont responsables parce que à partir du moment où on est un humain, on a notre libre arbitre à un moment donné. C'est de la contre-révolution. À un moment donné, on a notre libre arbitre, on fait le choix. On fait le choix d'être lâche ou le choix d'être courageux. Pour moi, je le dis, je n'ai aucun problème à le dire, surtout les journalistes. Les journalistes ont une grande responsabilité. Et sur cette question, et je finis juste par ça, je pense qu'on n'ira pas dans une démocratie réelle, au sens propre, si on ne réfléchit pas, non pas à libérer uniquement les médias, mais au moins une instance ou un conseil, on l'appelle comme on veut, déontologique de l'information, qui contrôle et qui surveille l'information. Pas dans le sens où, par exemple, si on est lésé, on a une instance qui va sommer le média de s'excuser s'il y a... Parce que, quand même, ce que fait le Nahar... Mais non, on peut la créer, l'instance, dans une transition. On peut la créer. Dans une dictature, on a dit en ce moment, c'est pas une démocratie. L'émission اسمها دائرة الضوء. Mais c'est son niveau. C'est son niveau aussi. Non, c'est son niveau. C'est son niveau. Parce que aussi, il faut voir que tout ça se discute, tout ça se tranche aussi au niveau des réseaux sociaux. Même les États-Unis d'Amérique, où il y a les grands lobbies médiatiques, où l'information, les télévisions régionales, les journaux régionaux jouent. Mais maintenant, ça se joue aussi au niveau de la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Python aussi. Et ils font leur information. Maintenant, comme par exemple certains journaux, certaines télévisions qu'on voit qui sont en train de exactement comme Nahar ou Lahadi Shourouk, et c'est lamentable, c'est vraiment dégueulasse, c'est les bas-fonds, c'est je ne sais pas quoi, je ne peux pas décrire, je n'ai pas d'épithète, je n'ai pas de qualificatif pour décrire certaines émissions de Shourouk, d'El-Bilad, c'est l'abrutissement programmé de la population. Mais nul n'empêche que les gens font leur information à travers le YouTube, à travers ce qu'ils captent dans les rues, à travers ce qu'ils s'échangent à peu près. Il y a une sorte d'émancipation qui est palpable. Est-ce que j'insiste, moi, à ce que dans toute l'Algérie, qu'il y ait un débat, qu'il y a justement un partage médiatique équitable entre les régions, qu'il y a les discussions équitables aussi, que les gens participent dans toutes les discussions. Rien n'est tabou sur Somam, sur Evian, pour expliquer justement faire casser ces thèses, c'est-à-dire parfois contradictoires, ces thèses parfois fratricides. C'est une mutinerie à peu près intellectuelle qui se passe, que les gens participent. Tous les gens participent sur le plan médiatique. ما نحقروش الناس تاع بشار كاين واحد يغني في بشار ولا مفكر في بشار نهضر عليه. Ce n'est pas la peine يهضر عليه الجورنال لوكال بالعربيه باسكو تاع الجي يهضروا بالفرنسيسه ويهضروا غير على الجماعه نولوا حنايا في الانتيلوستيرير تاع l'Union soviétique. Justement, c'est très important. Il faut qu'on avance tous dans un débat équitable, un débat démocratique, surtout, mais qu'il voilà. Avant d'arriver à ça, c'est-à-dire il faudrait qu'on arrive à séparer les médias et l'argent sale. Absolument. Dans une atmosphère où il y a une relation si étroite entre les deux, il est illusoire d'avoir l'espérance d'en trouver quelque chose d'indépendant dans cette... Qui sont les patrons des médias. Voilà, dans tout ça. Et c'est le vrai problème. Et la question des réseaux sociaux, elle est pertinente. Mais là aussi, il faudrait qu'on soit vigilant sur la violence aussi qui s'exprime dans les réseaux sociaux. Il y a une extrême violence et il faudrait qu'on se mobilise
pour dire qu'on ne peut pas... contrer. Voilà, pour contrer cette violence, ce qu'a dit la fratricide, effectivement, il y a un effet fratricide. Vous qui n'avez pas eu suffisamment de temps de parole, je vais vous la laisser. Mais, j'aimerais que vous nous parliez de cette conférence. Comment vous l'appelez, conférence nationale? Conférence nationale pour l'initiative de la conférence nationale pour la transition. Alors, une petite explication de texte. Qu'est-ce que c'est qui la compose? Quels en sont alors les... là, il faudrait beaucoup de temps alors pour expliquer parce qu'il y a trop de confusion justement. Essayez de nous expliquer. Il y a eu trop de confusion. Alors, je vais essayer de synthétiser au maximum alors, la conférence. Il faut savoir qu'il y a en ce moment trois pôles. On peut identifier les choses de la sorte. Il y a le pôle, il y a les forces du changement, les partis islamistes, les partis, Jabla, Benflis, etc. Non, pas islamistes tous. Là, voilà, non, mais il y a Sofiane Djilani aussi. Et pas que les partis. Il y a aussi des individus, des intellectuels au sein de ce... Notamment Wahhabi. Et l'autre groupe qui s'est maintenant constitué, c'est les démocrates. Le camp de l'internance démocratique, qui a fait la réunion le 26. Et face à ces deux blocs, il y a le bloc de la société civile qui s'est organisé, à vrai dire, le premier en matière de propositions abouties. Nous avons fait la réunion du 15, était la réunion de la société civile qui a porté une feuille de route basée sur des axes. Il faut dire que cette même société civile, cette même initiative avait trois pôles aussi. Donc il y avait aussi un effort, très divisé, oui. Un effort de rassembler déjà les membres de la société civile autour d'un projet. Et la même idée est en train d'émerger en disant, pour la classe politique, essayons de faire la même chose, procédons de la même chose, essayons de rassembler autour d'un seul projet, d'une seule initiative, sur la base de deux préalables, c'est-à-dire deux principes fondamentaux. Le principe du dialogue, tout le monde est d'accord que la sortie de crise passe par un dialogue. Et avec qui, comment, donc ça aussi, c'est après, ça c'est dans... Sans dans les l'expression de négociation. Voilà. Plutôt que de dialogue. Oui. C'est clair que la négociation, c'est une négociation. La négociation, ça peut être, ça ne peut devenir négociation si la deuxième partie est constituée. Là, on est d'accord. Effectivement, si la deuxième partie est constituée en termes d'homogénéité et en termes de discours politique, effectivement, là, on peut avoir un dialogue. C'est l'armée, c'est clair. Juste pour une raison, on ne peut pas parler de dialogue pour une seule raison. C'est que dans la rue, le peuple dit. C'est-à-dire que la rue dit on ne dialogue pas avec la SABET, on négocie avec eux, quoi, leur départ. Oui, mais d'un autre côté, le vrai pouvoir, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire Gaïd Salah et ceux qui sont autour de lui ou derrière lui, il ne veut pas que tu lui imposes des... Non, ça ne soit pas une table de négociation. Voilà. Nous, on accompagne. On est les arbitres. Et on veut une élection présidentielle. Mais regardez, monsieur Bouchouf, pourquoi négociation est appropriée? Eh bien, les négociations, ça répond aux équilibres, au rapport de force. Oui, mais eux, ils refusent de s'asseoir d'un côté de la table. C'est ça. Eux, ils disent, vous asseyez ensemble. Ils ne veulent pas s'assumer en tant que partie prenante. Alors qu'ils sont partie prenante. Eux, c'est les arbitres. C'est les arbitres, exactement. Eux, c'est eux qui, après que vous ayez discuté, c'est bon, on ramasse les copies. Ce qui est bon. S'ils ramassent les copies... Exactement, la difficulté, elle est là. De toute manière, si à jamais l'économie et le travail commencent demain en Algérie, tout le monde rentrera chez lui fatigué à 5 heures, la société va être rééquilibrée et tout va disparaître et ça sera harmonisé. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'oisiveté, c'est l'assiette subventionnée aussi qui vit dans la société qui a fait à ce que, justement... Oui, mais la mafiocratie, c'est autrement plus grave que l'oisiveté et que le... Justement, mais il faut libérer. La société, une fois libérée, elle créera ses propres paramètres d'une vie démocratique. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et pour que la société se libère, il faudrait qu'il y ait des préalables, c'est-à-dire le dialogue sans préalable, le dialogue avec qui déjà et sur quoi. Et là, on est en discussion. Mais on sait, c'est-à-dire le pouvoir, le régime veut un dialogue pour redistribuer le pouvoir
à une clientèle recomposée. Lui, il veut légitimer son pouvoir. Voilà, nous, on veut un tout. dialogue pour restituer le pouvoir au peuple et que le peuple fasse la redistribution. Mais tout cela nécessite un rapport de force qui n'est pas encore, qui est en train de se construire. Une stratégie aussi. Oui. Je pense qu'il est temps d'avoir des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire se dire on va aller en démocratie et c'est ça l'objectif. Je pense que ça pourrait être un risque majeur pour la mobilisation. Se dire que de toute façon, comment on passe vers une démocratie ? On passe par la libération des détenus, on passe par l'abrogation des lois liberticides, on passe par l'ouverture du champ médiatico-politique. Mais c'est ce que revendiquent les gens. C'est-à-dire que la stratégie peut-être Qui va les partis, c'est ce définir qu'ils ces étapes? Qui va les définir? les élites Mais politiques. le Hirak, il y a 20 millions de les gens qui sont dans la rue. Les partis politiques, ils ont proposé tout ça. Tout ça a été proposé par l'alternative démocratique, les dynamiques de la société civile. Moi, j'ai lu les textes. C'est ce qu'ils proposent. Mais la hayatan liman tunadi, comme on dit. Il n'y a pas de répondant parce que ceux qui sont en face, ils veulent légitimer. Ils ont une feuille de route, ils ont des objectifs. Exactement. 1 plus 1 égale 2. D'accord. Il sait où il va. Toi, tu essaies de lui parasiter le parcours. À vrai dire, dire non, à vrai je dire, te ils coupe. veulent- Raya, À vrai dire, ils veulent qu'on nous, c'est-à-dire on accompagne. Tu C'est pas rejoins. eux qui nous Voilà, accompagnent, mais plutôt exactement. nous, on va les Tu accompagnes accompagner. son parcours. Peut-être qu'il manque une chose, c'est-à-dire que moi j'ai salué le contenu politique qui a été, ou par exemple qui a été présenté par le collectif de la société civile ou par l'alternative démocratique, parce qu'il y a quand même des préalables, un contenu. Et si aujourd'hui ces acteurs-là prenaient leur courage, allaient dans la rue, allez dans la rue et faites, par exemple, on peut se dire qu'on est ensemble, on veut construire l'alternative ensemble. Il y a un préalable, nous défendons la libération des détenus et l'abrogation des lois liberticides et l'ouverture du champ médiatico-politique. On va dans la rue. Ça va être dur peut-être, ils vont peut-être être rejetés, mais c'est ça aussi faire de la politique. Ça va avoir du courage et y aller. Et c'est le mot de la fin, Fatih Titouche. Merci. L'Arabie Zouemia, merci. Abdelmoumen Khalil, merci. Hassan Mouali, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa khair, bislama. Restez avec nous. Le programme continue. Merci. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tamour Tazir. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tamour Tazir. وصليهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذا بلادو يا ويحيى زاير ماشي سوريا نفر والمرادية باه تولي شعبية يا بلادي 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 Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tamour Tazir. مش من علاقة تجمع الشعب والحكومة وقتاش يتصفى الحسن في بلادنا خرجة من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبة نتوما سبابة مع البال شادرنا لهم كيما رضونا ومرضوها خلو انتي مستعقلة وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعد ما تلاقى على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني الحق راه في بلادي اي مورتالي افي